Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché de Trading University Center. Nous sommes le mercredi 17 novembre 2021. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque matin. Alors, on démarre d'abord dans un premier temps pour l'avertissement légal au risque. Je vous laisse regarder cela et on va pouvoir se diriger vers les marchés. Parfait. Alors, globalement, les indices évoluent toujours sur des niveaux records. On a un peu de volatilité, une séance d'hier encore assez calme, notamment en Europe, malgré le sommet qui a eu lieu entre Joe Biden et Xi Jinping. Avant-hier, il y a eu Wall Street qui avait terminé, juste pour revenir un petit peu en arrière, qui avait terminé vraiment en légère baisse, alors que la hausse du rendement des bons du Trésor américain a vu l'appétit, je dirais, des investisseurs pour les valeurs technologiques, tandis que notamment il y a le titre Boeing, lui a progressé. Si vous avez regardé notamment les analyses qui ont été envoyées par rapport à cette action, il me semble que vous avez dû voir, c'était avant-hier, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, le titre a bien progressé dans le sillage un petit peu de signaux indiquant un regain de la demande pour ces appareils. On a eu la même chose ce week-end, notamment avec Airbus, qui a passé pas mal de commandes. C'est un secteur qui commence doucement à reprendre des couleurs après avoir subi de plein fouet la crise du Covid. Additionnellement, les bénéficiaires de la hausse du rendement des obligations des valeurs boursières dites value ont quand même affiché une hausse sous l'effet des mouvements opérés par les investisseurs en prévision des possibles effets du tapering, à savoir bien sûr les mesures du soutien de la Réserve fédérale américaine. Les opérateurs sont tournés vers des indicateurs économiques qui arriveront bien sûr ces prochaines séances, notamment aujourd'hui. Je vous montrerai juste après le calendrier économique. Hier, comme je vous le disais, les deux présidents Joe Biden et Xi Jinping ont tenu dans la nuit un sommet virtuel de 3 heures au cours duquel les deux dirigeants ont souligné, je dirais, leur responsabilité pour éviter tout conflit et ont évoqué plusieurs sujets de tension, parmi lesquels notamment la question de Taïwan et les pratiques notamment de Pékin au Tibet ou à Hong Kong. Globalement, les marchés n'ont pas trop réagi à ce sommet, mais le sentiment que les deux présidents se sont rencontrés, on risque cette fois-ci d'avancer un petit peu plus, je dirais, entre guillemets, main dans la main, même si c'est un petit peu exagéré, mais en tout cas, ils essayent de renouer les relations qui ont été, je dirais, quelque peu rompues sous l'ère Trump. Concernant les indicateurs macro, hier nous avons eu donc la croissance de l'économie de la zone euro qui a quand même progressé au troisième trimestre pour s'établir à 2,2% grâce notamment à la levée de nombreuses restrictions sanitaires liées à l'épidémie du Covid, comme le montrent justement les statistiques publiées par Eurostat, et le PIB des 19 pays a progressé de 2,2% par rapport aux 3 mois précédents et de 3,7% sur un an, donc une année plutôt saluée ce matin par les marchés. Alors, avant d'aborder le calendrier économique, j'aimerais un petit peu vous montrer un graphique qui est quand même assez impressionnant. C'est bien sûr la force du dollar américain qui a continué à progresser. Je vous ai longuement parlé du dollar américain, de la paire liée à 57% de l'euro-dollar, à savoir qu'il y a bien sûr dans la paire de devises monétaires euro-dollar, vous avez effectivement 57% de dollars américains à l'intérieur. D'accord, donc je vais essayer de voir si j'arrive à vous montrer cela. Voilà, le graphique. Donc vous avez effectivement la représentation du dollar US et son panier de devises. Donc là, vous avez effectivement ici 57,60% au niveau de l'euro, vous avez 3,60% de francs suisses, la couronne suédoise, vous avez le dollar canadien, le dollar, la livre sterling, pardon, et le yen japonais. Donc voilà, dans le dollar américain, vous avez tous ces paniers de devises qui sont représentés. En tout cas, ce qui est très important, c'est le fameux double creux en double bottom qu'on avait sur le dollar, malgré, je dirais, la force qu'on a eu, notamment la forte appréciation du dollar dopé, je dirais, en raison notamment des inquiétudes liées à la pandémie en Europe et bien sûr des déclarations de Christine Lagarde, comme je vous le disais précédemment, qui est opposée
notamment un relèvement des taux l'an prochain. Forcément, ça a dopé le dollar et derrière, tout porte à croire qu'on pourrait avoir de nouveau une forte accélération à venir dans les prochains mois, effectivement. Si on regarde un petit peu le dollar en 2020, le billet vert, je crois, a perdu entre 4 et 5%. Et très clairement, en 2021, il reprend vraiment de la force, effectivement. On a un magnifique double creux, hein, comme vous pouvez le constater ici, hein, c'est ce qu'on appelle un double bottom. On verra tout à l'heure sur l'aspect graphique en direct. Euh, mais c'est vrai que bon, après il faudrait effectivement la ligne de coup est franchie ici. Je vais juste vous le montrer, on le verra juste après en direct. Hop, la ligne de coup était là et là en l'occurrence on a une accélération qui pourrait se poursuivre avec un pullback qui a été affiché à ce niveau-là, hein. Donc la ligne de coup a été ici. Pardon, je l'avais mal tracé, c'est ici. Ici, nous avons eu un pullback et on repart de plus belle. Donc là, pullback et on repart de plus belle. L'objectif, c'est vraiment des niveaux intéressants. On verra juste après dans l'aspect graphique. Je reste haussier sur le dollar avec à contrario, je dirais l'euro-dollar qui pourrait aller chercher les 1,1150, 1,1080. Euh, Bien évidemment, ça reste fortement baissier sur l'euro. Et pour l'instant, d'un point de vue des fondamentaux, notamment avec la politique monétaire ultra accommodante de la BCE, forcément, c'est le dollar américain qui gagne du terrain. Voilà pourquoi j'estime que le dollar devrait se renforcer, qu'il faudrait continuer de garder un scénario baissier sur l'euro et de tenter de vendre tous les rebonds. En dehors de cela, on va parler également de l'inflation sur la zone euro. Euh, alors une inflation, on en a parlé à plusieurs reprises. Là, vous avez effectivement un schéma du dropping off de Bloomberg. En parlant d'inflation, ici vous avez les prévisions d'inflation en zone euro. Ce sont des économistes, hein, ce sont des par Bloomberg. L'inflation en zone euro pourrait quand même atteindre un pic à 4,2% au quatrième trimestre, avant justement de commencer à se replier d'après les anticipations de l'inflation et atteindre l'objectif cible de la BCE, à savoir les 2%. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, actuellement on est bien au-dessus. Encore une fois, on a eu Christine Lagarde qui est sortie du bois hier, qui a fait quelques annonces. Elle estime toujours et encore que l'inflation est transitoire, d'ailleurs, comme Jérôme Powell. Par conséquent, actuellement, malgré les chiffres de l'inflation qui explosent, les investisseurs se disent, bon, l'inflation devrait commencer à replier, pardon, en tout cas à se replier pour les prochains trimestres. Forcément, on attend quand même un pic à la fin du quatrième trimestre. Et d'ailleurs, je dirais, ça va être un peu, voilà, ça va être un peu sport à partir de 2022 où là, effectivement, si l'inflation ne commence pas à se replier, forcément, il va y avoir une perte de confiance et même de crédibilité un peu dans les banquiers centraux et dans leurs prévisions parce que actuellement, ils disent tous que certes, l'inflation pose un problème, mais qu'elle est transitoire et qu'elle va s'atténuer, je dirais, au fil des mois. Sa réalisation, en tout cas, c'est ce à quoi s'attendre de nombreux économistes, eux aussi, s'attendaient. Par conséquent, les investisseurs actuellement jouent ce scénario-là. En revanche, si l'inflation continue d'accélérer, voire même se stabiliser, là, on va avoir un sérieux problème d'un point de vue des rendements pour les actions, mais aussi de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et de la BCE. On devra forcément, devront en tout cas forcément mettre un tour de vis supplémentaire avec potentiellement une hausse des taux. Et justement, Christine Lagarde, hier notamment, a mis de côté une hausse des taux en 2022. Clairement, hein, elle a balayé cette idée pour elle. Ce n'est pas envisageable, mais encore une fois, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment elle qui va décider si oui ou non on peut nous donner ou ne pas continuer à faire la politique de l'autruche. Mais si l'inflation est omniprésente et se stabilise, même ceux des niveaux assez élevés, forcément les banquiers centraux seront dans l'obligation d'agir. En revanche, pour la Fed, le pic est attendu pour le Q2 2022. Donc en tout cas, c'est selon les premières prévisions de Goldman Sachs. Autant en Europe, on attend un pic à la fin du quatrième trimestre 2021. Autant aux États-Unis, ce serait entre le Q1 et le Q2 2022. Donc là, pareil, hein, l'année 2022 restera très clairement animée sur le thème de l'inflation. Maintenant, reste à savoir comment celle-ci va évoluer, se comporter au fil des mois.
Effectivement, si on part sur ces prévisions-là, comme l'a fait notamment Goldman Sachs pour les États-Unis globalement, c'est plutôt bon signe. Ce sera plutôt rassurant aussi pour les marchés actions. Inversement, au contraire, je dirais, s'ils ont une inflation supérieure à 4% de la zone euro, en zone euro, et supérieure à 6% aux États-Unis pendant de nombreux mois, autant on dit que cela va peser encore une fois sur le marché action, sur la performance, sur les rendements des marchés actions. Et derrière, forcément, les banquiers centraux, finalement, sont obligés d'ajuster le tir et de relever ces taux, même si actuellement, ils se montrent en tout cas pas très pressés. D'après les derniers discours, se montrent plutôt patients. J'ai du mal à croire que on va avoir une hausse de taux en Europe. Ça pourrait vraiment créer, je dirais, un accident sur les marchés. Et j'ai plutôt le sentiment, si vous voulez, qu'ils préfèrent dire que ce n'est pas envisageable, mais en vrai, j'ai plutôt l'impression qu'ils sont bloqués parce qu'ils savent très bien que quel effet ça pourrait avoir, en tout cas, sur les marchés financiers, si demain, on a des hausses de taux un peu trop brutales, j'ai envie de dire, comme ce fut le cas en 2018, fin 2018, début 2019, quand la Fed avait justement levé, on avait quand même une chute de plus de 10% sur les marchés. Voilà, c'est des souvenirs un peu traumatisants, mais plusieurs membres actuellement de la Fed estiment que les conditions sont réunies pour au moins procéder à une hausse des taux. Donc pour le coup, aux États-Unis, je m'attends quand même à une hausse des taux, mais encore une fois, tout dépendra bien sûr des prévisions d'inflation. Et si on est sur des niveaux actuels pendant encore de nombreux mois, eh bien forcément, je rejoins un petit peu le point de vue de Richard Clarida, qui estime que 2 hausses de taux seront nécessaires en 2022. Maintenant, reste à savoir comment les marchés vont interpréter cette démarche et ce resserrement surtout de politique monétaire plutôt agressif. Encore une fois, il faudra bien les préparer en amont, comme ce fut le cas avec notamment le tapering. On en a parlé pendant 6 ou 7 mois pour bien préparer les marchés psychologiquement, même si j'estime qu'actuellement le tapering reste quand même une mascarade, étant donné que c'est seulement une réduction de 15 milliards de dollars, soit une goutte d'eau par rapport aux rachats qui sont régulièrement accentués tous les mois, mais il faudra encore une fois faire la même chose avec le taux pour éviter un accident de marché et une chute d'environ 5 voire 10% à prévoir. On va passer sur le calendrier économique et après on va aborder l'aspect technique. Donc quelques annonces importantes aujourd'hui. Vous avez l'IPC Core. Bon, les résultats apparaîtront directement sur le calendrier économique. Alors les résultats sont sortis à 4,2% pour le britannique. Alors c'est pas affiché sur le tableau, mais ils sont sortis au-delà effectivement des prévisions. La livre sterling a dû avoir un impact majeur sur une accélération de la livre sterling. Après vous avez à 11 heures, donc là en l'occurrence l'IPC annuel en Europe. Voilà, d'ici quelques heures, vous aurez effectivement le résultat. Vous aurez le permis de construire à 14h30, l'IPC Core au Canada. Et vous avez bien sûr, comme chaque mercredi, les stocks de pétrole brut avec des stocks estimés à plus de 1 398 000, ce sont les prévisions des économistes, qui aura lieu donc à 16h30. Et comme chaque jour, ça devient une routine en ce moment, les discours de Christine Lagarde, on va voir un petit peu ce qui sera dit cet après-midi. On va aborder les différents actifs aujourd'hui. Donc, il y aura l'action Nvidia qui publiera ses résultats après la clôture de Wall Street. Le DXY, je vous en ai parlé en introduction. Vous avez le Bitcoin et la parité USD-CHF. On va démarrer par Nvidia. Nvidia, hop. Donc, on va regarder ensemble l'aspect technique. Un peu égal. Alors, Nvidia, il faut savoir que, bon, là, je suis sur un graphique mensuel. Ok. Là, je suis sur un graphique mensuel. Alors, il faut savoir qu'au niveau des fondamentaux, ils publieront leurs résultats ce soir de l'exercice donc 2022 après la clôture. Chiffre d'affaires attendu 6,82 milliards de dollars. Le BPA, donc le bénéfice par action attendu à 1,11 $.
Alors, il faut savoir que le plus grand fabricant de puces des États-Unis, il faut savoir que c'est le plus grand fabricant de puces aux États-Unis en termes de valeur boursière. Nvidia devra montrer que les gains explosifs de son action sont soutenus par une croissance des bénéfices tout aussi impressionnante que le titre est en train d'afficher. En tout cas, l'envolée de plus de 130% de Nvidia cette année a laissé, je dirais, ses concurrents loin derrière dans le secteur très dynamique des semi-conducteurs, où les entreprises bénéficient de la demande croissance de puces utilisées dans tous les domaines, des voitures aux ordinateurs, en passant par les appareils ménagers. Je dirais que au cours de la même période, l'indice, on appelle ça l'indice PSI Philadelphia Semiconductor Index, n'a gagné que 36%. En tout cas, juste pour vous dire que les actions d'Nvidia ont clôturé notamment hier à 302,03 $, comme vous pouvez à 301 ici 85 avec 0,53%, ce qui donne une société, la société, une capitalisation boursière de plus de 753,87 milliards de dollars et donc en fait la 7e société la plus précieuse au monde. Alors, si on regarde un peu l'aspect technique, bon, si on regarde l'aspect mensuel, c'est assez impressionnant cette forte envolée sur Nvidia. Donc la dynamique est fortement haussière. Donc bien sûr, on ne peut pas, je dirais, acheter l'action comme ça. Il faudrait attendre. Alors le pré-market, au moment où on est en train de se parler, ça a clôturé à 301,85. Ça c'était hier. Le pré-market est à 303,44 au moment où je suis en train de vous parler. On va regarder sur une unité de temps inférieure. Alors, j'ai pour habitude d'abord d'analyser 3 unités de temps. D'abord en mensuel, hebdomadaire et journalier. On va regarder en hebdomadaire qu'est-ce que nous avons. Alors, il faut savoir qu'en hebdomadaire, on est, je dirais, fortement suracheté. Vous voyez qu'ici, au niveau de l'indicateur, l'index de force relative, on est suracheté. Ici, vous avez un semblant de doji qui pourrait nous donner une figure d'indécision. Alors, attention quand même, on est sur la bande de Bollinger supérieur et là le prix est en train de tout simplement de nous afficher une phase de repli intéressante. Alors on verra qu'est-ce que nous donne la fin de cette bougie. Ce qui peut être intéressant à savoir, est-ce qu'on va assister ici, un peu comme je vous l'ai montré hier, à un pendu en fin de semaine. Alors un pendu c'est quoi? C'est une figure, c'est un chandelier qui s'affiche comme je le vous montre ici. Donc là c'est ce chandelier. Alors bien évidemment, le graphique n'est pas terminé puisque nous sommes en hebdomadaire. Je vous donne un exemple de ce qu'est un pendu. Généralement, qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez un pendu au niveau de la bourse? Alors ça, c'est dans une configuration baissière et ça remonte. Là, en l'occurrence, c'est plutôt dans une configuration haussière et le marché a tendance à décélérer. Donc, on va voir un peu les résultats, comment vont sortir les résultats en fin de clôture aujourd'hui, mais c'est intéressant d'interpréter éventuellement ce pendu par rapport à l'état actuel des marchés. On va regarder en journalier. En journalier, qu'est-ce que nous avons? Donc en journalier, nous avons effectivement la moyenne mobile, la Tenkan-sen ici, qui bloque pour l'instant le prix. Bon, le marché n'a pas débarré encore puisqu'on est sur le marché américain. L'idéal, c'est de pouvoir attendre que éventuellement, est-ce qu'on casse la Tenkan-sen et d'attendre peut-être la moyenne mobile ici pour pouvoir racheter. Si on prend les retracements de Fibonacci du point le plus bas au point le plus haut, nous avons un point d'impact à hauteur des 292,80, un nouveau point d'impact aux alentours des 38,20% à 274. Donc, vous avez plusieurs points d'appui à laquelle vous pouvez éventuellement racheter l'action. Donc là, l'idéal, c'est soit vous achetez ici, soit vous achetez à ce niveau-là. On verra effectivement la clôture journalière. On va parler de l'US Dollar Index. Je vous en ai parlé en introduction. Il faut savoir que les investisseurs ont racheté des dollars américains après notamment les ventes au détail US qui est augmenté pour le 3e mois consécutif. On va regarder d'abord en mensuel. L'augmentation, je dirais notamment de la demande qui a été largement anticipée. L'augmentation des dépenses globales ainsi que les dépenses hors automobile a dépassé toutes les attentes. Ça signifie que si la hausse des prix a certainement, je dirais, joué un rôle dans les gains, les consommateurs n'ont pas été découragés par ces hausses de prix pour dépenser davantage en électronique.
Les dépenses dans les magasins, notamment les magasins de vêtements, ont légèrement diminué par rapport au mois précédent. Mais cela changera en novembre et décembre, après, avec notamment les fêtes qui arrivent. Les économistes s'attendent à une forte période des fêtes de fin d'année. De nombreux défaillants ayant commencé notamment les ventes très tôt cette année en prévision des retards d'expédition. En tout cas, le rapport d'hier sur les ventes au détail aux États-Unis a poussé bien sûr le dollar index, donc comme vous le voyez ici, a également poussé la paire euro-dollar à son plus bas niveau depuis 16 mois, et la paire dollar-yen, USD-JPY, à quelques pips, quelques points de son plus haut niveau depuis 4 ans. Alors, l'inflation, on le sait, est le point principal de mire ce mercredi, qui avec les données attendues donc au Royaume-Uni, cet après-midi au Canada et bien sûr de la zone euro à 11 heures. La devise aujourd'hui la plus performante entre ces actifs liés au dollar américain, c'est celle de la livre sterling, qui s'est échangée hier à la hausse contre les principales devises. En tout cas, ce qui est très important, c'est qu'on a effectivement, comme je vous l'avais évoqué, ici, vous avez donc un double creux, on en a parlé tout à l'heure lors de l'introduction. Ici, vous avez effectivement ce qu'on appelle la ligne de coup avec son pullback. Et là, le marché est en train de buter sur les 50% des retracements de Fibonacci entre le point le plus haut et le point le plus bas qui est aux alentours des 96,01. Donc c'est normal que le marché pour l'instant bloque à ce niveau-là. Mais si effectivement en mensuel on casse cette zone, on peut accélérer, aller chercher les 97, ici 727, voire son plus haut depuis mars, avril, mai 2020. On va regarder sur une unité de temps inférieure. Alors là, nous sommes en hebdomadaire. Regardez un peu l'impact de la résistance graphique qui était là. Donc ça, c'est un niveau clé. Il y a eu franchissement ici. Et là, le marché est en train de buter sur cette zone-là, qui notamment est un prolongement de la SSB ici. La SSB qui est effectivement fait partie du nuage baissier de l'Ichimoku. Si on prolonge, sachez que ça fait également office de résistance. Et pour l'instant, en hebdomadaire, le marché est en train de buter sur cette zone-là, ce qui pourrait pousser un petit peu l'euro sur un rebond technique. D'ailleurs, si on regarde bien, notamment sur l'aspect technique, l'euro-dollar affiche à 1,1314 au moment où je suis en train de vous parler. Donc, est-ce qu'on va franchir une bonne fois pour toutes cette résistance, faire un pullback et accélérer derrière, comme je vous l'ai montré, sur une unité de temps supérieure, à savoir que là, on est sur la zone des 50%. Ou est-ce qu'à la fin de semaine, on va buter sur cette forte résistance qui pourrait bloquer et replier un peu le titre pour relancer un peu la parité euro-dollar à la hausse. On va regarder sur du journalier que nous donne le graphique. Alors, on est totalement suracheté. On sort de la bande de Bollinger. Ça reste bien évidemment haussier. Nous avons ici effectivement des zones de support intéressants à laquelle on peut éventuellement renforcer ou acheter du dollar index. En tout cas, tout nous porte à dire qu'on peut avoir une petite phase de pause sur cet indice américain pour éventuellement racheter à ce niveau-là et pouvoir renforcer sur du moyen long terme à la hausse. On va aborder sur l'aspect des crypto-monnaies, notamment le précurseur, le baromètre en ce moment du Bitcoin, qui entame donc une 3e journée consécutive dans le rouge, notamment aujourd'hui. Le Bitcoin qui n'arrive absolument pas à gagner du terrain, à regagner, je dirais, le seuil clé, le seuil clé des 60 000 $ suite au clash d'hier, et continue de marquer de nouveaux creux, effectivement, après plusieurs tentatives infructueuses de regagner notamment ce seuil psychologique majeur des 60 000 $ depuis qu'il a été perdu hier en fin de matinée. Le Bitcoin marque encore ce matin à moins 1,51% au moment où je suis en train de vous parler. Ça a descendu aux alentours des 58 000 600 $. Voilà, sur une semaine, la crypto perd un peu plus de 10%. Alors, je rappelle que les raisons un petit peu du plongeon d'hier étaient peu claires.
mais plusieurs informations laissent craindre une plus forte régulation des crypto-monnaies qui ont pu effrayer les investisseurs avec notamment de nouvelles déclarations hostiles au mining Bitcoin de la part du gouvernement chinois. Par ailleurs, le fait que le CFO de Twitter ait exclu que la société place sa trésorerie dans le Bitcoin dans notamment un entretien au Wall Street Journal a également été évoqué comme facteur de baisse et de même que la plus forte hausse du dollar, le dollar index ayant atteint hier un sommet de 16 mois. Alors d'un point de vue graphique, le Bitcoin a rapidement regagné ou non le seuil des 60 000 $, qui sera bien sûr déterminante pour son évolution à court terme. Si au contraire les pertes, le Bitcoin s'aggrave aujourd'hui, on peut avoir des prochaines résistances potentielles visibles sur le graphique journalier. Alors on verra juste après. Alors déjà en mensuel, les niveaux techniques très importants, c'est en avril 2021 où le titre avait atteint un record historique aux alentours des 64 895. On a tenté de sortir par le haut, mais on voit que le marché est en train d'échouer à ce niveau-là, en tout cas en mensuel. Est-ce que le marché, alors c'est peut-être encore subjectif, est-ce qu'il va nous afficher ce qu'on appelle ici un double top? Alors si c'est le cas, c'est pas forcément un bon scénario pour le Bitcoin où là, le marché peut effectivement continuer à régresser. Alors je vous rappelle qu'est-ce qu'un double top, c'est un double sommet, comme je vous l'ai montré hier au niveau des figures. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors qu'est-ce qu'un double bottom? C'est exactement la configuration que vous avez ici, donc une accélération et une forme de M, vous voyez, une forme de M, un pullback et une décélération derrière. Alors encore une fois, c'est très subjectif ce que je suis en train de vous montrer. Il faudrait effectivement que d'abord ça confirme ce scénario baissier. Pour le moment, c'est pas le cas. Hein. C'est absolument pas le cas. Pour que le double top soit validé, il faut vraiment qu'on descende assez bas. Hein. Ce serait aux alentours des 30 000, 35 000 $. On est bien loin de ce cas-là. En tout cas, tout nous porte à dire que pour l'instant, la zone ici des 100% des retracements de Fibonacci aux alentours des 64 895,22 bloque pour l'instant le prix du Bitcoin à la hausse. Le mois n'est pas terminé, il reste encore quelques jours avant la clôture de cette bougie mensuelle. On verra comment ça va se comporter. On regarde un petit peu sur de l'hebdomadaire, qu'est-ce que nous donne la configuration graphique. Alors là, j'ai effectivement tracé ce qu'on appelle les fourchettes d'Andrews, le point le plus haut, le point le plus bas, et j'ai retracé effectivement la borne médiane ici, avec notamment les retracements de Fibonacci à 64 895, bloque le prix. Donc on voit qu'effectivement l'aspect technique résume un petit peu pourquoi le marché est en train de bloquer sur le Bitcoin. Alors l'objectif sur du court terme, c'est d'aller chercher les 78,60% des retracements de Fibonacci qui seraient aux alentours des 57 000 à peu près, hein, 57 000 au niveau de des 78,60%. Si ça casse à ce niveau-là, on peut aller chercher la bande inférieure qui serait également corroborée avec la Tenkan-sen qui serait aux alentours des 54 300. La semaine n'est pas terminée, il reste encore 3 jours, donc mercredi, jeudi, vendredi. On verra comment ça va se projeter. Mais effectivement, pour l'instant, la bougie n'est pas forcément ne donne pas de bons signaux. Si je trace l'oblique ici, si on peut rechercher un niveau de support, on peut effectivement aller chercher cet oblique aux alentours des 51 000. Alors, est-ce que ça peut être une belle opportunité? Les points d'achat pourraient être intéressants aux alentours de cette zone-là, de cette zone-là. Ah, les meilleurs signaux seraient éventuellement de pouvoir renforcer sur cette zone technique. Aux alentours des 61,8% des retracements de Fibonacci et notamment le lien avec notamment ce support oblique qui serait aux alentours des 51 030. Enfin, on va aborder notamment l'USD CHF, l'USD CHF également qui est corrélé négativement à l'euro-dollar, donc qui est à 57% de l'USD dollar index. On va regarder bien sûr la configuration graphique sur l'USD CHF. Tout nous porte à croire qu'on a effectivement ici, comme je vous l'ai évoqué à de maintes reprises, une épaule tête, épaule inversée. Hein, généralement à 95%, le marché accélère par la hausse quand la figure est bien évidemment validée. Pour l'instant, on est sur du mensuel. Le prix bute sur la zone des 38,20% des retracements de Fibonacci. Tout nous laisse croire que le marché peut aller chercher notamment cette Tenkan-sen dans un premier temps.
puis aller chercher cette forte résistance graphique aux alentours des 50% de retracement de Fibonacci, qui serait aux alentours des 0,94 92, comme vous pouvez le voir sur le graphique. C'est là où les vendeurs pourraient se mettre sur le terrain et effectivement pouvoir shorter, prendre des opérations baissières sur l'USD CHF, en tout cas en mensuel. On va regarder sur une unité de temps inférieure, notamment en hebdomadaire. Alors en hebdomadaire, c'est extrêmement intéressant dans le sens où vous avez ce qu'on appelle un triangle ascendant. Le marché aussi à l'intérieur de ce triangle, une accélération haussière, baissière, baissière, haussière, baissière. Là, on assiste tout simplement à la 5e vague. L'objectif sur du court terme, c'est bien évidemment d'aller chercher cette résistance oblique aux alentours de 0,9360. Et si ça casse, pour aller chercher bien évidemment ces fameux 50% des retracements de Fibonacci. En journalier, vous voyez que ça bute sur les 38,20% des retracements de Fibonacci. On a effectivement, si ça accélère aujourd'hui et qu'on passe au-dessus, alors vous voyez que c'est pas suracheté, si on regarde un peu le RSI n'est pas suracheté pour le moment, donc on va patienter encore un petit peu, mais là c'est vrai que tout nous porte à croire qu'on peut aller chercher plus haut sur l'USD CHF, dans le sillage de l'US dollar index. Au niveau des opportunités de la séance aujourd'hui européenne concernant les analyses trading centrales, vous avez effectivement ici donc la séance européenne. Hop, donc LVMH est abordé aujourd'hui avec un titre qui peut aller chercher les 10,10%, soit les 760 au niveau des actions européennes, la plus grosse capitalisation européenne qui a encore un potentiel pour accélérer. Vous avez le dollar index, je vous en ai parlé, qui peut continuer son accélération et Trading Central le confirme. Vous allez le recevoir dans un second temps. Vous avez le sucre également avec sa forte demande qui pourrait continuer à accélérer et aller chercher sur du court terme, puisque nous sommes en intraday les 20,20 dans un premier temps, les 20,30 dans un second temps, tant qu'on est au-dessus des 19,81. Si on casse les 19,81, on peut aller chercher dans un scénario alternatif des 19,65 et 19,56. Et quatrième actif, vous avez l'AUD-JPY qui pourrait effectivement continuer à décélérer tant qu'on est en dessous des 83,93. Voilà, donc ça c'est l'évolution du portefeuille avec 0,46% hier. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau webinaire. Bonne journée, à demain.